L'article suivant de Jeffrey Sachs a été publié sur Common Dreams. Sachs est le président du Réseau des solutions pour le développement durable des Nations Unies et a été conseiller spécial des secrétaires généraux de l'ONU Kofi Annan, Ban Ki-moon et Antonio Guterres. Soyons clairs sur ce que les États-Unis et Israël poursuivent. L'objectif des États-Unis n'est pas la sécurité du peuple américain. L'objectif est l'hégémonie mondiale. Il s'agit d'une tentative de détruire l'ONU et le droit international. Une tentative qui échouera. Le 16 février 2026, l'un d'entre nous, Jeffrey Sachs, a envoyé une lettre au Conseil de sécurité de l'ONU avertissant que les États-Unis étaient sur le point de déchirer la Charte des Nations Unies. Cet avertissement s'est désormais réalisé. Les États-Unis et Israël ont lancé une guerre non provoquée contre l'Iran en violation flagrante de l'article 2.4 de la Charte. Sans autorisation du Conseil de sécurité et sans aucune revendication légitime de légitime défense au titre de l'article 51. Ils tentent de tuer la Charte des Nations Unies et l'État de droit international, mais ils échoueront. Au Conseil de sécurité, le 28 février 2026, les États-Unis et leurs alliés ont dirigé leur condamnation non pas contre l'agression américaine et israélienne, mais contre l'Iran. L'un après l'autre, les alliés des États-Unis ont condamné l'Iran pour ses attaques de représailles, tout en omettant absurdement de condamner l'attaque illégale et non provoquée des États-Unis et d'Israël contre l'Iran. Cette attitude de la part de ces pays Les attaques conjointes américano-israéliennes ont été décrites par Trump comme nécessaires, car l'Iran a rejeté toutes les occasions de renoncer à ses ambitions nucléaires, et nous ne pouvons plus le supporter. C'est bien sûr un mensonge éhonté. Comme le rappelait la lettre du 16 février, l'Iran avait accepté il y a 10 ans un accord nucléaire, le Plan d'action global commun, JCPOA, adopté par le Conseil de sécurité de l'ONU dans la résolution 2231. C'est Trump qui a déchiré l'accord en 2018. En juin 2025, Israël a bombardé l'Iran en plein milieu des négociations entre les États-Unis et l'Iran. Cette fois encore, les plans de guerre Israël-États-Unis avaient été établis des semaines auparavant lorsque Netanyahou avait rencontré Trump et les négociations en cours entre les États-Unis et l'Iran n'étaient qu'une mascarade. Cela semble être le nouveau modus operandi des États-Unis, entamer des négociations puis chercher à éliminer leurs interlocuteurs. Il est facile de comprendre pourquoi les alliés des États-Unis se sont comportés de manière embarrassante et humiliante au Conseil de sécurité de l'ONU. En plus des États-Unis, 8 des 14 autres membres du Conseil accueillent des bases militaires américaines ou accordent à l'armée américaine l'accès à des bases locales. Bahreïn, la Colombie, le Danemark, la France, la Grèce, la Lettonie, le Panama et le Royaume-Uni. Ces pays ne sont pas pleinement souverains. Ils sont en partie gouvernés par les États-Unis. Les bases militaires américaines abritent des opérations de la CIA et les pays hôtes vivent constamment dans la crainte d'une subversion américaine sur leur propre territoire. Comme l'a dit Henry Kissinger, il peut être dangereux d'être l'ennemi de l'Amérique, mais être son ami est fatal. On peut ajouter qu'accueillir des bases militaires américaines et des opérations de la CIA revient à transformer son pays en État vassal. À titre d'exemple absurde mais révélateur, l'ambassadrice danoise a répété mot pour mot tous les arguments américains, pointant du doigt l'Iran pour son agressivité, comme si l'Iran n'avait pas été attaqué par les États-Unis et Israël. Elle a complètement oublié qu'une telle vassalité humiliante envers les États-Unis ne sera pas bien perçue pour le Danemark si les États-Unis occupent le Groenland. Les voix sincères au Conseil de sécurité provenaient des pays non occupés par les États-Unis. La Russie a expliqué avec justesse que le soi-disant Occident, c'est-à-dire les pays occupés par les États-Unis, pratique le blâme des victimes lorsqu'il pointe du doigt l'Iran. La Chine a rappelé au Conseil que la crise a commencé avec les attaques américaines et israéliennes contre l'Iran et non avec les représailles iraniennes. L'ambassadeur de la Somalie, s'exprimant au nom de plusieurs États membres africains,
a décrit avec justesse la source de cette récente escalade. Le représentant des Nations Unies de la Ligue des États arabes a brillamment évoqué la cause profonde de l'agression insensée d'Israël, le déni des droits du peuple palestinien et l'utilisation par Israël du massacre de masse et de la guerre régionale pour empêcher l'émergence d'un État de Palestine. Lorsque l'Iran riposte contre les bases militaires américaines dans le Golfe, il exerce son droit inhérent à la légitime défense en vertu de l'article 51 de la Charte. Il faut se rappeler que les États-Unis et Israël assassinent ouvertement et à plusieurs reprises les dirigeants iraniens dans le but de renverser leur gouvernement. Lorsqu'un État assassine un chef d'État étranger et tente de détruire le gouvernement, la cible de ces menaces a, en vertu du droit international, le droit de se défendre. Le bombardement américano-israélien a tué non seulement le guide suprême iranien et plusieurs hauts responsables du gouvernement, mais aussi plus de 140 jeunes filles dans leur école à Minab. Ces jeunes enfants sont les victimes d'un crime de guerre atroce. Les pays qui ont aujourd'hui accordé l'impunité aux États-Unis et à Israël pour ces meurtres, notamment le Danemark, la France, la Lettonie, le Royaume-Uni et bien sûr les États-Unis, sont également mes complices à Kimsgeir. Cette réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU restera probablement dans les mémoires comme le jour où les Nations Unies ont cessé de fonctionner depuis leur siège sur le sol américain. Une organisation internationale dédiée au règlement pacifique des différends ne peut pas, de manière crédible, opérer depuis un pays qui mène des guerres illégales, menace des États membres d'anéantissement et traite les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU comme de simples instruments jetables de convenance. Pour que l'ONU survive, et nous avons besoin qu'elle survive, elle devra avoir plusieurs sièges à travers le monde, au Brésil, en Chine, en Inde, en Afrique du Sud et ailleurs, afin d'honorer la véritable multipolarité de notre monde. Soyons clairs sur ce que les États-Unis et Israël poursuivent. L'objectif des États-Unis n'est pas la sécurité du peuple américain. L'objectif est l'hégémonie mondiale. Il s'agit d'une tentative de détruire l'ONU et le droit international, une tentative qui échouera. L'objectif d'Israël est d'établir un grand Israël, de détruire le peuple palestinien et d'affirmer son hégémonie sur des centaines de millions d'Arabes à travers le Moyen-Orient, du Nil à l'Euphrate, comme l'a récemment affirmé l'ambassadeur américain Mike Huckabee. Les efforts délirants des États-Unis pour établir une hégémonie mondiale se poursuivent, région par région. Les États-Unis ont récemment affirmé, dans une prétendue résurgence totalement déformée de la doctrine Monroe, qu'ils contrôlent l'hémisphère occidental et peuvent dicter la manière dont les pays d'Amérique latine mènent leurs affaires économiques et politiques. Les États-Unis ont enlevé le président vénézuélien en exercice pour en faire la démonstration, et ils menacent désormais de renverser également le gouvernement cubain. La guerre actuelle contre l'Iran vise à prouver que les États-Unis possèdent de la même manière le Moyen-Orient. Cette guerre s'inscrit dans une campagne de 30 ans, initiée par la doctrine du « clean break », visant à renverser tous les gouvernements qui s'opposent à l'hégémonie américaine et israélienne dans la région. Ces guerres conjointes entre Israël et les États-Unis ont inclus le génocide à Gaza, l'occupation de la Cisjordanie et des décennies d'opérations de changement de régime en Iran, en Irak, au Liban, en Libye, en Somalie, au Soudan, en Syrie et au Yémen. Une partie du plan mondial des États-Unis consiste à s'approprier les exportations de pétrole du monde et à affaiblir la Chine et la Russie dans le processus. La prise de contrôle du Venezuela par les États-Unis visait à garantir le contrôle américain sur les exportations de pétrole de ce pays, notamment pour maîtriser le flux de pétrole vers la Chine. Les sanctions américaines contre la Russie ont pour but d'empêcher le pétrole russe d'atteindre l'Inde et la Chine. Désormais, les États-Unis cherchent à stopper le flux de pétrole iranien vers la Chine. Plus largement, les États-Unis visent à contrôler l'ensemble de la région du Golfe, ainsi que l'Iran, afin de maintenir leur domination impériale. L'ordre international que Franklin et Eleanor Roosevelt ont contribué à bâtir après la catastrophe de la Seconde Guerre mondiale
reposait sur une idée simple et profonde, que le droit et le respect, et non la force, devaient régir les relations entre les États. Cette idée est aujourd'hui détruite par la nation même qui a le plus œuvré à la promouvoir en fondant l'ONU. L'ironie en est d'une amertume sans égale. La vérité, c'est que la dévastation de la guerre n'affectera pas directement le soi-disant Occident. Leurs enfants ne subiront ni traumatisme ni mort, et leurs pays ne seront pas embrasés. Les victimes de cette attaque sont les peuples du Moyen-Orient. Ce sont eux les sacrifiés, ceux qui souffrent de l'arrogance occidentale, de l'abus de pouvoir et de l'addiction à la guerre. Nous concluons par 2 observations. Premièrement, les États-Unis n'atteindront pas l'hégémonie mondiale et ne détruiront pas l'ONU. Le monde est trop vaste, trop divers et trop déterminé à résister à la domination d'une seule puissance, encore moins d'une puissance représentant 4% de la population mondiale. Le reste du monde, en dehors des États-Unis et des pays qu'ils occupent, souhaite que l'ONU vive et prospère. La tentative américaine échouera à coup sûr, mais elle pourrait provoquer de souffrances avancera. Deuxièmement, si Israël poursuit son addiction à la guerre et à l'occupation, lui non plus ne survivra pas. Cette addiction représente un mélange de théocratie et de stress post-traumatique. Une partie d'Israël croit être le royaume biblique du 20 siècle avant JCC. L'autre partie vit dans la mémoire traumatique de la Shoah et se montre donc déterminée à tuer tout adversaire perçu plutôt qu'à apprendre à vivre en paix avec lui. La défense tordue de l'ambassadeur d'Israël face à l'attaque effrontée contre l'Iran a, comme d'habitude, invoqué la Bible et Auschwitz comme 2 justifications. Ce sont les 2 références éternelles d'Israël, mais elles ne correspondent pas au monde réel d'aujourd'hui. Un État qui dépend d'une guerre permanente, d'une occupation permanente et du massacre des Palestiniens, ainsi que de la subjugation indéfinie de millions de personnes, n'a aucun avenir viable, et les politiques que les États-Unis poursuivent actuellement au nom d'Israël accéléreront plutôt qu'elles ne préviendront cette issue. La solution à 2 États, que le Conseil a soutenue à plusieurs reprises, offre à Israël une voie vers la paix. Tragiquement, Israël la rejette. Le résultat à terme sera la fin d'Israël sous sa forme actuelle, d'autant plus que la population américaine se détourne rapidement de la théocratie violente d'Israël pour se rallier à la cause palestinienne. Peut-être y aura-t-il un seul État démocratique où Arabes et Juifs vivront ensemble en paix, mettant fin au régime d'apartheid. Ce sont des vérités dures, mais les situations d'urgence exigent de l'honnêteté. L'ONU est en train d'être détruite par Israël et les États-Unis. Le Conseil de sécurité doit se libérer de l'occupation militaire américaine et se rappeler qu'il est le gardien de la promesse de la Charte des Nations Unies de maintenir la paix et la sécurité internationale.